Ross, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associé à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Jean Dupré. Alors, Jean est accompagnant, il est formateur en hypnose et c'est un ancien journaliste. Nous allons parler aujourd'hui de communication, de manipulation de cette communication et surtout par rapport à ces nouveaux médias, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Bonjour Jean, Bonjour Evelyne. qu'as-tu envie de dire par rapport à ta présentation? Ouf! Oh, rien de plus, ça me paraît juste. C'est effectivement, j'ai été journaliste pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai adoré ce métier. Il m'a rendu encore plus sensible que je ne l'étais. En fait, j'ai toujours été passionné par le champ politique au sens large, pas la politique politicienne, mais la place du citoyen et de la citoyenne dans la cité. Et le fait d'arriver ensuite à l'hypnose a nourri ma façon de comprendre encore différemment la communication en politique, comme dans l'interaction individuelle. Et donc tu as écrit avec Kevin Finel un livre qui s'appelle Démocratie sous hypnose avec comme sous-titre Comment décrypter les techniques de manipulation en politique. Donc là, on joint à la fois l'hypnose et la politique. Comment est-ce que ça vous est venu cette envie et cette idée d'écrire ce livre? Écoute, on partage avec Kevin beaucoup d'intérêt pour le champ politique, ce qui est normal. En fait, j'ai presque envie de dire chaque citoyen et chaque citoyenne devrait partager la même chose, dans le sens où, comme on dit, si on s'occupe pas de la politique, c'est elle qui s'occupera de nous. Je veux dire, c'est ce qui organise nos relations collectivement et notre rapport à la société dans laquelle on vit. Donc, c'est quelque chose qui nous intéressait tous les deux depuis longtemps. Et un jour, au cours d'une conversation, on a évoqué, l'idée, c'était à l'automne 2011, on a évoqué l'idée d'écrire quelque chose sur ce sujet. Et puis, en fait, ça s'est un peu précipité parce que, la maison d'édition de Thierry Soucard qui nous a publiés, a été enthousiaste, parce qu'il y avait des élections, au printemps 2012. Et du coup, c'est un livre qui s'est écrit en 2 3 mois et qui a été, très intéressant. Ça a été un gros travail de recherche, mais c'était très intéressant. Alors, en quoi l'hypnose est une métaphore intéressante ou pertinente pour décrire ces manipulations en politique? Ben, c'est presque injuste de dire ça à de dire ça, pour l'hypnose, hein, puisque l'hypnose telle qu'on l'utilise au XXe siècle, elle est avant tout là pour nous libérer et ne pas nous emprisonner. Elle est là pour nous libérer de représentations erronées. Mais depuis très longtemps, l'hypnose jouait un autre rôle dans l'imaginaire collectif, puisque on a souvent vu l'hypnose comme une façon d'aliéner, d'enfermer, de faire vivre à quelqu'un une expérience, éventuellement en désaccord avec ses besoins. Alors c'est pas du tout ce qu'est l'hypnose, mais par exemple, déjà quand j'étais enfant, mon papa citait un livre important de 1939 qui s'appelle Le viol des foules par la propagande politique de Serge Tchakotine, dans lequel, il y avait déjà un parallèle entre la propagande et l'hypnose. Donc, l'idée, c'était avant tout de montrer comment il y avait des mécanismes d'influence qui venaient construire nos représentations et notre consentement politique. C'est de l'hypnose ou c'est plutôt de la manipulation? C'est plus de la manipulation, de l'influence. Après, on en retombe toujours sur c'est quoi l'hypnose? On sait que, en tout cas, l'hypnose est un art de l'influence qui peut être utilisé pour émanciper des gens, comme il peut être utilisé pour les aliéner, en fait. Ça dépend, c'est comme tous les outils, j'ai envie de dire. Et le cœur du point commun entre les 2, je crois, c'est la maîtrise de l'attention. C'est-à-dire que l'art de l'hypnose, c'est avant tout l'art de capter et de diriger l'attention. Et pour le coup, en matière de propagande ou de manipulation, on est là aussi sur un art de fixation de l'attention pour l'essentiel. C'est peut-être la partie qu'on contrôle le mieux, en tout cas. Alors, on va décrypter ces mécanismes, en tout cas
quelques-uns. Ce livre, tu l'as publié en 2012, donc ça fait déjà quelques années. À l'époque, qu'est-ce que tu avais repéré comme technique de manipulation chez nos politiciens? Oh ben, il y en a plein, ils sont faits pour, j'ai envie de dire. Et je voudrais ajouter un truc, hein, c'est que c'est parfaitement normal que nos politiciens nous manipulent. C'est leur rôle. Leur rôle, c'est d'obtenir notre consentement. Déjà, c'est intéressant de se dire que peut-être il n'y a pas tant besoin que ça de manipulation en dictature, puisque quand on est dans un régime autoritaire, peu importe que les gens adhèrent ou pas, ce qui compte, c'est qu'ils obéissent et la répression et la peur peuvent suffire. Au fond, la manipulation, c'est souvent un outil qui va être utilisé justement pour ne pas limiter les rapports humains aux rapports de force. Donc, de ce point de vue-là, déjà, en donnant leur quitus de l'intention. Après, il y a manipulation et manipulation. Autant c'est légitime d'influencer l'opinion des citoyens, autant il y a des procédés qui sont plus honnêtes que d'autres. Et c'est là que souvent on fait une différence entre influence, qui serait une façon de mobiliser l'adhésion ou le consentement d'autrui de manière légitime et éthique, et la manipulation, qui serait une forme d'influence malhonnête. Mais je ne suis pas sûr que cette distinction soit complètement juste. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut au minimum dater de l'époque des sophistes dans la Grèce antique, puisque déjà à l'époque était dénoncée la manière dont les arguments pouvaient ne pas être valides rationnellement et servir juste pour obtenir l'adhésion de quelqu'un. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de manipulation. À l'époque, donc 2012, à cette époque-là, qu'est-ce que tu avais repéré comme, j'ai envie de dire, technique de manipulation malhonnête ou en tout cas moins honnête? Alors, souvent, ce sont hein, les mêmes techniques qui sont malhonnêtes ou honnêtes. Là, encore une fois, je crois que la première, c'est la captation de l'attention. Et donc, ça vient avec ce qu'on a appelé à la fin des années 60, si j'ai bonne mémoire, l'effet d'agenda. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est soumis à notre attention dans l'information politique et qu'est-ce qui n'est pas soumis à notre attention. Un des exemples les plus forts qui s'est produit en France, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Papivoise, par exemple. Je ne sais pas si tu avais suivi, toi, ce dossier-là. Il y avait un vieux monsieur qui avait été agressé peu avant des élections et ça avait fait l'actualité du matin au soir jusqu'au point où ça a orienté le débat autour de l'insécurité et ça avait, je ne sais plus quelles élections c'était. Je suis en train de chercher dans le manuscrit du livre si je retrouve la date, mais ça avait, semble-t-il, contribué à orienter les résultats de l'élection. En tout cas, dès lors, il y a un bon point de repère, je trouve, c'est dès lors que quelque chose n'est pas essentiel au présent, on peut se poser la question de pourquoi les médias en parlent. On va prendre deux, trois exemples. Donc, l'affaire Papivoise, je l'ai retrouvée, c'était en 2002. TF1 avait sans arrêt, avait fait 54 sujets sur l'insécurité et ça avait culminé autour de l'affaire Paul Voise, un septuagénaire qui avait été agressé par deux jeunes. À la suite de ça, on avait dit que ça avait pu être une façon de favoriser les votes conservateurs ou d'extrême droite, peu importe au fond, ce que une émission qui s'appelait Arrêt sur image, qui est elle plutôt très à gauche, avait observé, cette équipe de journalistes avait observé qu'en tout cas, après les élections, la fréquence qui avait suivi les élections avait vu être divisée par 4 ou 5 les sujets sur l'insécurité, avec beaucoup plus de sujets positifs qu'avant les élections. Donc, on peut se poser ce type de questions. En fait, au fond, c'est aussi lié à l'effet d'amorçage. Alors là, on retourne à la psychologie sociale, entre autres. C'est cette idée que quand
échange sur un sujet fréquemment, on oriente cognitivement les gens. Je vais prendre un exemple que je donne souvent en formation quand j'anime une formation de conversationnel à l'Arche, parce que ça, il faut que j'ai le temps de le faire dans un format long. Euh, Si je parle d'islam exclusivement en parlant de terrorisme ou de statut des femmes en Afghanistan, il est probable que je ne vais pas favoriser la même opinion. En fait, on va faire le test. Imaginons que je dise simplement, euh, je ne sais pas, terrorisme, décapitation, burqa, islam. Quelle image reste du mot islam? Maintenant, imaginons qu'à l'inverse, je fasse une émission sur le développement des mathématiques, sur la façon dont l'islam a contribué à notre vocabulaire, à l'arrivée d'un certain nombre de fruits, au développement de la poésie, à l'artisanat. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, le mot travail arabe était un compliment. On parlait d'un artisanat d'art par opposition à quelque chose de plus grossier en Europe. Si ensuite on se met à parler d'islam, est-ce qu'on va avoir la même perception de ce mot que si on l'utilise exclusivement avec des thématiques négatives? Il est probable que non. Encore une fois, par rapport à ça, il y a un élément qui est important, c'est de se rappeler que la manipulation n'est pas si efficace que ça. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, les opinions sont déjà déterminées et assez largement figées chez la plupart des gens. Mais en fait, il n'y a pas besoin de convaincre tout le monde pour convaincre une élection. Il n'y a besoin de convaincre que les indécis. Donc, souvent, l'enjeu de la manipulation va plutôt porter sur les indécis, les gens qui, euh, qui ne savent pas quelle est exactement leur opinion ni vers quoi pencher. Pour la plupart des gens, ça n'aura pas d'effet. Une façon, en tout cas, assez simple d'observer, c'est d'observer quels sont les sujets principaux dans les médias au sens large, puisqu'on reviendra sur le rôle des réseaux sociaux, de l'IA, etc. Euh, Quelle est l'intensité émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe juste avant ou juste après? Est-ce que c'est une façon de détourner l'attention de quelque chose? Est-ce que ce sujet est urgent ou est-ce qu'il est récurrent? Si on prend par exemple, je prends juste un exemple, si on parle des réfugiés, le problème il dure depuis une quarantaine d'années et il a vocation à durer et à s'amplifier. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où on en parle plus et des moments où on en parle moins? On peut faire la même chose avec les inégalités économiques, avec etc. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des sujets qui sont en permanence de l'actualité vont soudain remplir l'espace médiatique au sens large? Souvent, là, il y a un indice qu'il y a une manipulation, surtout quand ce sont des sujets à forte charge émotionnelle. Ça va? C'est à peu près clair, ça? C'est tout à Alors, fait clair. on peut se poser des questions, par exemple, toutes simples, c'est est-ce que cet événement est d'une importance et d'une actualité suffisante pour justifier un traitement de premier plan? Tous les sujets donc, dont la pertinence s'étend dans la durée n'ont pas de raison d'être répétés en boucle soudain. Qui est à l'origine de l'événement aussi? Est-ce qu'il y a une initiative d'un groupe ou d'un autre qui justifierait qu'on se mette à en parler soudain? Et est-ce que la mise en avant d'un événement est éventuellement profitable à quelqu'un? Par rapport à ça, je prends un exemple qu'on avait mis dans le bouquin. Alors, c'est une conseillère en communication qui avait, alors elle s'appelle Florence Vielcanet et son livre s'appelait La fabrique de présidents à l'époque, hein, je ne sais pas ce qui est devenu le bouquin, on parle de la première décennie 2000, on est déjà loin, mais elle avait évoqué à l'été 2010 la manière dont une opération de police visant des campements de Rome euh, correspondait curieusement à un embrasement médiatique sur les conflits d'intérêts du ministre du Budget à l'époque dans l'affaire Bettencourt. Et là, ça vient poser la question, qu'est-ce qui justifiait l'urgence de ces opérations de police sur des campements de Rome? Est-ce qu'il y avait une actualité particulière ou est-ce que c'était une façon de détourner l'attention? On n'a à peu près jamais de preuves de ce genre de choses. Donc, il ne faut pas non plus céder à la tentation de l'idée que tout est complot.
mais ça n'empêche pas de garder une certaine distance critique par rapport aux soudains engouements des médias. Alors ce livre, bah, il date de 2012, donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu la manipulation à la papa avec, les moyens de cette époque-là qui ont considérablement, changé depuis avec, Oui. les réseaux sociaux, avec, l'IA. Est-ce que tu peux nous parler des manipulations, de la communication et des manipulations, qu'on peut trouver aujourd'hui? Et ça va nous mener aussi, puisqu'on a déjà parlé de l'influence, à qu'est-ce qui nous fait, heu, avoir une opinion? À faire des Ah, choix aussi, hein. oui, alors on va déjà voir qu'il y a des choses qui n'ont pas changé entre 2012 et aujourd'hui. Ce qui n'a pas changé, c'est que souvent les ressorts sont les mêmes. Ce qui change, ce sont les outils. Les ressorts, c'est donc d'abord la captation de l'attention. Après, c'est le plus souvent aussi l'appel à l'émotion parce que, ben, on réfléchit pas de la même manière quand on est surchargé émotionnellement et quand on est dans une démarche analytique. En plus, quand on s'intéresse à la psychologie, on sait que nous avons tendance à avoir les pensées liées à nos émotions. C'est-à-dire que si nous sommes en colère, par exemple, on va rarement avoir un regard distancié et analytique sur une situation. Donc, on a toujours intérêt aujourd'hui comme hier, quand on veut mobiliser des gens et fragiliser leur sens critique, de faire appel à l'émotion. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a une prime pour, on va dire, les partis les plus radicaux, parce que ce sont ceux qui vont le plus utiliser la colère, qui est une émotion très mobilisatrice. La peur, tout le monde s'en sert, mais avec des variations. En gros, hein, la manipulation de base, c'est de créer la peur et de dire qu'on est les seuls à pouvoir y répondre. Mais comme c'est un peu vieux, ça marche de moins en moins bien. En tout cas, dans les anciennes générations, puisque ça continue quand même à fonctionner. Puis c'est là l'intérêt des nouveaux outils, c'est que ça permet de remettre au goût du jour des vieux mécanismes qui cessent d'être visibles dans un autre contexte, puisqu'avec l'illusion que nous donnent les réseaux sociaux, on croit qu'on assiste à des informations qui émanent de citoyens, alors que bien souvent, elles émanent de fermes à clics, de robots dirigés par un certain nombre d'États. Et, euh, et du coup, les mécanismes demeurent les mêmes, mais ils s'affichent d'une façon différente. J'en évoque juste deux, trois qui sont essentiels. Un, c'est l'appel à l'émotion et il est central. Un autre, c'est la simplification. C'est si les choses me paraissent simples, elles me paraissent vraies. C'est idiot, hein, parce que ça devrait être le contraire au fond. On devrait se dire si c'est simple, ça doit pas être si vrai que ça parce que le réel est souvent plus complexe. Mais comme quand c'est simple, on a le sentiment de comprendre quelque chose, on a le sentiment de trouver les choses plus vraies. Et donc, quand quelque chose nous paraît simple et nous met en colère ou nous fait peur, il y a de fortes chances qu'on soit en train d'être manipulé. Ça ne change pas, quels que soient les outils. Maintenant, ce qui a beaucoup changé, c'est deux outils majeurs, les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années et l'IA depuis 2, 3 ans, qui viennent complètement rebattre les cartes. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on a déjà pu multiplier les comptes factices et faire émerger des actualités comme si elles étaient vraies alors qu'en fait, ce sont donc simplement des émanations souvent de groupuscules liés à des États pour influencer la politique d'un pays ou un autre. Et puis l'IA, aujourd'hui, elle permet des choses insensées, puisque en gros, en quelques heures, on peut mettre en place des milliers de faux comptes, des faux sites Internet, faire des fausses images, faire des fausses vidéos qui paraissent vraies pour quelques centaines d'euros. Donc, ça démultiplie la puissance de la désinformation d'un côté et de l'autre, en plus, ces réseaux sociaux nous habituent à des formats courts qui tentent à désengager l'analyse, là encore au profit de l'émotion, puisque l'émotion est à peu près toujours première dans notre système nerveux. On réagit d'abord émotionnellement et après on analyse. Donc, à chaque fois qu'on a des formats courts,
ben, l'analyse, elle est beaucoup plus fragile. Ça demande, on ne peut pas du tout penser de la même manière face à une vidéo de 20 secondes sur TikTok et face à un article d'un quotidien national, par exemple. C'est pas du tout la même façon de s'informer. Il faut combien de temps pour que le néocortex, hein, donc celui qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de prendre de la distance, de Ah, rationaliser? c'est variable selon les individus et justement, il y a plein de chiffres fantaisistes qui circulent sur internet à ce sujet-là, donc j'ai pas trouvé d'éléments suffisamment fiables, mais disons qu'en dessous de 1 à 2 minutes, l'engagement cortical est faible et en fait, ce serait pas un problème si on regardait une vidéo et qu'après on prenait le temps de réfléchir. Mais ce qui se passe, c'est que comme les algorithmes, une fois qu'on a regardé une vidéo, vont nous présenter d'autres vidéos, on n'a pas le temps de réfléchir. Et en plus, souvent, elles vont nous présenter d'autres vidéos qui vont dans le même sens que celle qui nous a activés. Et donc, ça va nous maintenir dans une boucle émotionnelle. On manque encore d'études sur ces sujets-là. Et j'avais fait des recherches là-dessus pour me retrouver avec plein de fausses études qui n'existent pas. Donc, restons prudents là-dessus, tout en sachant que, ben oui, si je scrolle et que j'ai des vidéos de 20 à 40 secondes qui défilent et qui mobilisent d'une certaine manière ou d'une autre politiquement et émotionnellement, j'ai pas le temps de faire de la distanciation en fait. Je peux pas faire de distanciation cognitive. Et puis, si on parle de l'IA, on critique souvent et sans doute à juste titre un certain nombre de mouvements politiques qui sont familiers de la désinformation, souvent pas les plus mesurés, mais c'est intéressant. Alors j'ai trouvé une information que je prends malgré tout avec prudence puisque c'est une source unique, mais qui viendrait de l'université d'Austin au Texas, selon laquelle des mouvements beaucoup plus modérés en théorie, comme le mouvement Renaissance par exemple, ont pu utiliser sur les réseaux sociaux euh, une vidéo en janvier 2004 par exemple, qui faisait croire que Marine Le Pen était en train de souhaiter une bonne année en russe et avec le hashtag Marie Poutine. Euh, donc ça vient questionner sur le fait que ces outils-là sont vraiment utilisés par tout le monde en fait. Il y a eu l'affaire aussi du robocall de Biden où on a fait croire aux électeurs de Biden qu'il les incitait à voter plus tard parce qu'un de ses concurrents aux primaires aurait fait financer ses appels pour avoir une chance de l'emporter sur lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des choses sur lesquelles nous alertent des gens comme Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, c'est le fait qu'il n'y a plus aucune mesure de sécurité liée à l'apparence physique qui puisse tenir la route ou à la qualité du timbre de voix, puisque l'IA sait parfaitement reproduire tout ça. Voilà, des petits exemples. Alors, qu'est-ce qui nous fait euh, opter pour une opinion, faire un choix? Ah, j'ai envie de dire, il y a plein de facteurs. Il y a des facteurs. On va retomber dans l'hypnose, hein, pour le coup, parce que j'ai juste envie de citer un de mes hypnotiseurs historiques préférés, en l'occurrence Hippolyte Bernheim, qui déjà en 1884 avait trouvé une très jolie formule pour dire que pour qu'une suggestion s'implante dans l'esprit d'une personne, il fallait qu'elle n'entre pas en conflit avec toutes les suggestions que la culture et l'éducation avaient déjà déposées en lui ou en elle. Donc on reste vraiment là-dessus. Ces manipulations ne vont qu'agir à la marge sur, sur des personnes qui sont déjà clairement orientées idéologiquement, parce que ce qui nous fait déjà le plus souvent décider, ben, c'est notre éducation. Il y a un très grand nombre de gens qui votent comme la culture familiale. Et donc, c'est un premier point de départ. Alors après, il y a des
culture familiale qui ont pu glisser. Par exemple, on sait que les banlieues rouges autrefois sont devenues des foyers de Rassemblement national aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu glisser du Parti communiste au Rassemblement national. Ça fait partie des évolutions qui ont été largement documentées. Euh, le point commun, je pense, c'est qu'on est toujours dans les mêmes affects de révolte qui sont utilisés différemment. Il faut d'ailleurs noter aussi qu'il y a un certain nombre de pays, moi, à voir, de politiques qui s'emploient à utiliser la confusion de manière royale. Dans Démocratie sous hypnose, on avait par exemple évoqué la manière dont Sarkozy pouvait se mettre à citer Jaurès, ce qui était quand même un très joli contre-emploi politique. Je veux dire, ce n'était pas vraiment la même famille politique. Ça s'appelle la cannibalisation des valeurs de l'autre, en fait, hein. C'est ni plus ni moins qu'une forme de... C'est intéressant aussi de voir, par exemple, comment sur une campagne électorale plus ancienne, justement en 2012, je crois, Marine Le Pen avait énormément utilisé la couleur rouge sur ses affiches, alors que ce n'était pas la couleur associée au Front National à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a plein de stratégies pour ça. Mais on retombe souvent sur nos émotions et notre éducation, puisqu'il faut comprendre que changer d'avis, c'est toujours coûteux émotionnellement. Changer d'avis, c'est venir lutter contre la dissonance cognitive, c'est accepter l'inconfort généré par une idée différente, c'est se remettre en question, c'est prendre le risque de sa propre image sociale, souvent, puisque c'est changer aussi au regard de notre environnement. Donc, ce qui fait qu'on décide souvent, c'est la routine et la répétition. Oui, j'avais noté, je regarde en 2012, j'avais noté Nicolas Sarkozy qui citait quand même des socialistes et des communistes comme Jean Jaurès, Léon Blum ou Guy Môquet, tandis que Marine Le Pen citait Danton, Condorcet ou Jaurès, qui avait quand même été, lui, assassiné par un militant d'extrême droite. Donc, on voit qu'il y a une certaine créativité, appelons ça comme ça, de la même façon que Chirac était allé parler de fracture sociale et que Ségolène Royal s'était mise à parler d'ordre. C'est-à-dire qu'on va, comme pour gagner une élection, on a besoin de faire le plein de ses voix au premier tour, en France en particulier avec le système majoritaire uninominal à 2 tours. Euh, si j'ai fait le plein de mes voix au premier tour, au deuxième tour, il faut que ma campagne aille chercher des gens de l'autre bord, en fait. Donc, en fait, le meilleur antidote, ce serait d'avoir de la mémoire. Ce serait de se rappeler des positions des uns ou des autres et de ne pas rester focalisé sur le présent. La plupart des pièges de manipulation ont essentiellement appel à notre mémoire courte. Qui font qu'on peut entendre des politiciens dire une chose et son contraire à quelques années d'intervalle, ce qui serait légitime au fond, hein, on a le droit de changer d'avis, mais en osant en plus nous rajouter, mais que non, pas du tout, ils n'ont pas changé et que leurs propos ont été mal interprétés, alors qu'on peut voir les vidéos de leurs propos de l'époque. Ça, pour moi, en tant que citoyen, c'est, comment on va dire, un peu rédhibitoire, même si malheureusement, je ne crois pas qu'en tant que citoyen, on puisse voter pour le plus honnête, mais plutôt pour le plus efficace. Et ça vient poser d'autres questions, parce que l'éthique n'est pas toujours ce qui fait une bonne politique. Si je suis plein d'éthique, mais que j'arrive jamais au pouvoir, je ne sers à rien en fait. Inversement, si j'arrive au pouvoir par des moyens non éthiques, mais que j'arrive à passer un certain nombre de réformes qui vont intéresser tel ou tel groupe social, il est assez logique que le groupe social vote pour moi, en tout cas. Ça vient poser d'autres questions. Donc la manipulation est nécessaire. Elle est inévitable, en tout cas. Elle est en tout cas inévitable. Un homme ou une femme politique qui ne jouerait pas avec les mêmes armes que les autres a une chance extrêmement faible d'arriver au pouvoir.
Et c'est bien d'être intègre et c'est souhaitable. Mais si c'est pour toujours laisser le pouvoir à ceux qui ne le sont pas, c'est pas forcément complètement cohérent. Alors, on a dit que les réseaux sociaux, finalement, ben, ils offraient une caisse de résonance Mmh. particulière à des opinions, et c'est vrai aussi pour l'IA. Et en plus, l'IA, elle peut offrir des outils comme des deepfakes, donc des Ouais, vidéos, etc. Moi, je me dis, tu dis la mémoire, mais la mémoire, les jeunes n'ont pas nécessairement de mémoire. Je veux dire par là que euh, quand on est adolescent, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, et là, c'est pas seulement une caisse de résonance, c'est aussi presque un mode de vie avec des personnes absolument. qui sont beaucoup, beaucoup et plusieurs heures par jour sur des réseaux avec des contenus émotionnels, parfois un peu stupides aussi. Qu'est-ce que ça a comme influence ça, sur la prise de décision en Et termes c'est politiques un des peu tôt personnes? pour le dire, mais ce qu'on sait déjà, c'est que les réseaux sociaux mobilisent essentiellement les réseaux de la récompense et en l'occurrence la dopamine, que la dopamine ne favorise pas la réflexion, elle invite plutôt à agir et à agir et à agir encore, alors que mobiliser par exemple les réseaux sérotoninergiques favorise la réflexion à long terme. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres activités que les réseaux sociaux. On ne sait pas encore comment le cerveau humain va évoluer face à ces nouveaux outils. C'est un petit peu tôt. On a des générations qui commencent à arriver, si j'ose dire, à maturité en étant nées au début des années 2000. Mais comme ces phénomènes-là ont explosé au cours des 10 dernières années, je pense qu'il faudra encore quelques années pour se faire une idée de là où ça conduit. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a énormément de gens, et pas que des étudiants ou des jeunes d'ailleurs, qui présentent des signes de dépendance au smartphone, c'est-à-dire qu'on a bien atteint quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction et du mécanisme dopaminergique Tout qui à fait. vient réduire le sens de l'analyse. Ça, c'est déjà là. Comment ça va évoluer, c'est un peu tôt pour le dire. Et il y a quand même plein de choses qui peuvent permettre d'éviter ça. Euh, L'apprentissage de l'histoire, par exemple, la lecture seraient des outils intéressants pour mobiliser un peu différemment l'attention. La question, c'est qui va faire ça? Mais oui, parce que Comment? soit tu as des jeunes ou des moins jeunes qui lisent beaucoup, et qui s'informent beaucoup et qui recoupent leurs informations et qui vont lire aussi des journaux professionnels, donc écrits par des journalistes professionnels qui recoupent leurs informations, en tout cas plus souvent que ne le font les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, tu as ceux justement qui lisent pas et qui scrollent beaucoup et qui vont regarder beaucoup Netflix. Donc moi je vois ça aussi dans les étudiants. Enfin, on a vraiment euh, des gens qui s'informent, qui s'intéressent, et puis il y a toute une frange de la population bah, qui délaisse la lecture. Il y a beaucoup d'enjeux dans tout ça, et pour moi, un des enjeux les plus préoccupants, c'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est l'IA. Tu vois, sur le sujet dont on parle, j'ai fait une recherche en utilisant l'IA et en l'utilisant et en recoupant, etc. Et malgré tout, j'ai obtenu une quantité de résultats erronés pendant des heures de travail jusqu'au moment où j'ai fini par éliminer une quantité d'informations pour une raison simple, c'est que l'IA a tendance à fonctionner en moyenne sur la base des données qui lui sont fournies pour son apprentissage. Or, on se doute bien que quand on parle de désinformation, pour l'instant, il n'est pas certain que l'IA soit spécialement éduquée avec des études universitaires sur la désinformation, mais aussi avec plein de fake news et de désinformation qui circulent sur les réseaux. Donc, on peut se retrouver, et c'est un des enjeux pour moi les plus graves aujourd'hui, c'est d'imaginer que quand on utilise l'IA sans avoir un appareil critique, on a accès à la connaissance. Sans appareil critique, on a accès à un grand n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et alors, pour les étudiants
qui ont pris l'habitude de faire leurs devoirs. C'est super d'utiliser l'IA pour défricher un sujet, pour aller chercher un certain nombre de données, etc. Mais ça a plein de défauts, c'est qu'on trouvera toujours des arguments qui viennent confirmer ce qu'on pense, alors que réfléchir, ça devrait aussi être aller chercher à contredire ce qu'on pense. Et puis, d'autre part, il y a énormément d'informations qui vont être fausses et les IA qui hallucinent et qui nous donnent ce qu'elles pensent qu'on a envie d'entendre, puisqu'elles sont là pour nous faire plaisir plus que nous pour nous informer sérieusement, a-t-on parfois l'impression. Donc, comment les cerveaux vont évoluer avec ça? On a déjà des images, de l'activité cérébrale en utilisant l'IA par rapport à lire et écrire et on voit que c'est pas tout à fait le même développement neurologique. Tout Maintenant, à fait. Moi, j'ai un maint exemple, oui, frappant, hein, de l'IA, où l'IA raconte n'importe quoi. C'est une de mes étudiantes qui a fait un travail de fin d'études et qui cite un de mes articles à plusieurs reprises et en fait, je n'ai jamais écrit cet article et personne ne l'a jamais écrit. Donc c'est-à-dire que parfois, l'IA, elle infère par rapport à des choses que j'ai écrites. Ah bah, elle se dit que j'aurais pu peut-être écrire tel article. voilà et puis de toute Donc façon, elle se dit que puisque tu as envie que quelqu'un ait dit ça, ben, je vais te trouver quelqu'un qui l'a dit. exactement. Donc ça, c'est quand même une source, d'information effectivement, l'IA, mais c'est aussi une source d'erreurs, majeures et comme, tu disais par rapport, aux études récentes, effectivement, on montre qu'il y a beaucoup moins de connexions qui se font dans le cerveau quand, on va simplement chercher une information, dans l'IA que quand on la cherche dans un bouquin, quand on fait, aussi une sorte d'apprentissage. Par Donc contre, si on fait l'effort d'analyser, de vérifier et cetera, on va redévelopper de la réflexion. Donc l'outil n'est pas un problème, c'est l'usage de l'outil le problème. est-ce que tu peux nous parler des biais de confirmation? Parce que, avec les réseaux sociaux, on peut aussi avoir, des tonnes d'amis, mais Oui, évidemment, on est généralement amis avec les gens qui nous ressemblent et quand, ça on le voit et ça se dit aussi, ça s'écrit, heu, c'est que les personnes qui ne répondent pas à tes opinions, qui ne likent pas ou qui au contraire, mettent des posts désagréables, en fait, ils sont éjectés, hein. C'est-à-dire on va les retirer du cercle des amis de Facebook, par exemple. oui, oui. Donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus en train d'être confronté à des personnes qui ne pensent que comme nous. Je pense que le problème, il est légèrement différent, si tu permets. Parce que, pour moi, le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui pensent différemment de nous et qu'on n'ait pas envie d'entendre. Le problème, c'est que la radicalisation des opinions fait qu'on ne peut plus entrer en relation avec des gens qui pensent différemment de nous, parce qu'il n'y a plus d'espace de débat, de dialogue et de négociation entre des points de vue. Il n'y a que des affirmations et des invectives. C'est-à-dire que pour moi, je t'avoue, hein, il y a plein de gens que je vire de mes contacts Facebook quand je les vois faire, de la propagande pour telle ou telle, information, en particulier justement les gens qui postent sans discernement, des posts de désinformation. Parce que en fait, quand ils postent ça et qui sont dans mon réseau, j'augmente la visibilité de ce type de poste. J'ai envie de dire, ça passera le moins possible par moi. Donc, je vais me couper de ces personnes, mais ça ne me gêne pas qu'on soit en désaccord. Ce qui pose problème, c'est pas qu'on soit en désaccord. Et je pense que pour beaucoup de gens, le problème, c'est pas le désaccord, c'est la radicalité, la violence avec laquelle les opinions s'expriment. C'est pas la même chose de dire ah ben non, je pense que telle ou telle mesure n'est pas appropriée par rapport à mes propres valeurs et je m'opposerai à ça. C'est une chose, et ça en est une autre de dire tous ceux qui pensent pas comme moi doivent être arrêtés, condamnés, sont des criminels, sont des menteurs, sont des voleurs. Euh, Forcément, si je suis confronté à des interlocuteurs qui ont ce niveau de radicalité, je vais m'en couper parce qu'en fait, ça devient une forme de violence psychique à laquelle je suis confronté. C'est-à-dire que je n'ouvre pas mon téléphone ou mon ordinateur ou mes réseaux sociaux pour me faire agresser. Donc, si je vis des postes comme de la violence,
je vais m'en couper. Si les gens avaient des participations plus interrogatives, plus nuancées, plus ouvertes au débat, je ne suis pas sûr qu'on aurait le même besoin de s'enfermer dans une bulle avec des gens qui pensent que comme nous. Peut-être même qu'on trouverait intérêt à débattre de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ce qui est quand même, c'est important le mot débattre. Ça veut dire ne pas se battre. C'est apprendre à trouver une autre façon de communiquer que la violence. Pour moi, l'enjeu, il est plus là dans le niveau de polarisation, dans l'absence de nuances de la communication, qui fait que tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont mes ennemis. C'est quand quelqu'un communique comme ça, effectivement, j'ai envie de le sortir de mon réseau, tu vois. Je ne sais pas si ça fait sens. Et pour revenir au biais cognitif, oui, il y a plein d'enjeux, bien sûr. C'est plus je suis exposé à des gens qui pensent comme moi, plus je me conforte dans l'idée que ce que je pense est la vérité. C'est une évidence dramatique. C'est-à-dire qu'on devrait toujours se confronter à des gens qui ne pensent pas comme nous. Encore faut-il qu'ils ne pensent pas comme nous avec des sources qui soient des faits et non pas des inventions qui traînent sur les réseaux. Le, le cas du Covid a été passionnant pour ça. Je n'ai aucun problème à dire que dans les premières semaines, j'ai été intéressé par les propos de Raoult parce qu'il se trouve que je m'étais intéressé à un certain nombre de molécules qui pouvaient aussi favoriser la mort de cellules cancéreuses et les virus comme les cellules cancéreuses, comme ils favorisent le développement rapide des cellules, créent des cellules qui sont plus vulnérables à certains produits. Donc on pouvait imaginer que pourquoi pas l'hydroxychloroquine pourrait jouer un rôle puisqu'elle jouait un rôle sur le paludisme, c'était intéressant. Et j'y ai cru pendant quelques jours jusqu'au moment où j'ai vu s'accumuler un certain nombre de preuves, d'affirmations qui m'ont amené à dire bah non, on va fermer cette possibilité cognitive. Le problème, c'est pas de croire quelque chose de faux, c'est de s'arc-bouter contre le démenti parce qu'on tient absolument à continuer à avoir raison parce qu'en fait, on est en révolte, par exemple, contre l'establishment. Ce que je veux dire par là, simplement, c'est que c'est pas grave de se tromper. Le problème, c'est pas de se tromper, c'est de transformer son erreur en argument idéologique. C'est-à-dire de chercher, par biais de confirmation, de s'enfermer dans son erreur plutôt que de reconnaître qu'on s'est trompé, en fait. On a tous le droit de se tromper. Dans une situation comme celle du Covid où personne ne savait rien ou peu s'en faut parce qu'on était dans une situation comme on n'en avait pas vu depuis plus de 40 ans et pas avec les mêmes médias qu'auparavant, c'était normal qu'il y ait des erreurs. Le problème, c'est pas, ça date du latin, hein, c'est pas l'erreur qui pose problème, c'est de persévérer dans l'erreur. C'est une vieille histoire, c'est humain de se tromper. Mais on doit être en capacité de se remettre en question. Et c'est là qu'on tombe sur le biais de confirmation qui effectivement pose un problème, puisque changer d'avis, ça nous fait mal. On s'attache à nos opinions comme on s'attache à nos amis, et du coup, quand on perd l'attachement qu'on avait à une opinion, on le vit comme une souffrance. Il faut apprendre à tolérer cette souffrance de se remettre en question. Je ne vais pas mettre souvent il faut, mais celle-là, elle me paraît intéressante. Tu vois, si on parle du biais de confirmation, il est là l'enjeu. De la même façon, si on parle du biais de science, on a tendance à croire davantage aux choses parce qu'elles nous marquent émotionnellement. Mais c'est presque le signe, c'est pas systématiquement, mais c'est très souvent le signe que quelque chose est faux quand ça nous marque émotionnellement. Parce que quand on veut faire de la désinformation, évidemment qu'on va choisir des choses qui marquent émotionnellement. Donc c'est important d'apprendre à prendre de la distance de son émotion pour aller questionner ce qui déclenche notre émotion. C'est pour ça que les vieilles recettes fonctionnent toujours, en fait. Est-ce que C'est tu peux donner toujours les un mêmes. exemple du biais de science? Le plus classique, si tu veux, ben, c'est les gens ont peur des accidents d'avion parce qu'un accident d'avion, c'est spectaculaire. Mais la probabilité d'avoir un accident d'avion par rapport à avoir le cancer,
Seulement, le cancer, comme on n'en parle pas parce que c'est un truc un peu tabou, alors que c'est de mémoire la probabilité une personne sur deux quand même, hein, si on vieillit assez, les gens ont plus peur des accidents d'avion que du cancer parce que c'est plus spectaculaire, plus marquant collectivement. Il y a eu un exemple au moment du grand tsunami, je ne sais plus si c'était en 2000 ou 2001, où les gens se sont mis à avoir peur d'un tsunami, mais la probabilité de mourir d'un tsunami, elle est extrêmement faible. C'est, mais notre cerveau, je cite aussi beaucoup Kahneman en formation parce que avec Daniel Kahneman et Amos Tversky ont mis en évidence que notre cerveau est loin de n'être que rationnel. Il est, euh, il est truffé de biais en fait. Et ces biais sont extrêmement utiles pour décider rapidement et économiser de l'énergie. Mais ils sont parfaitement inadaptés pour prendre des décisions rationnelles dans une multitude de cas, parce qu'ils favorisent la surreprésentation de certaines choses. Par exemple, si c'est spectaculaire ou si c'est facile d'accès, ben, j'ai tendance à croire que c'est plus vrai que si j'ai du mal à avoir accès à l'information ou si elle ne me touche pas émotionnellement. Ça n'a pas de sens en fait. Il y a un biais de cadrage qui est assez magique. C'est un des plus fous, je trouve. Il y a plein de gens qui sont prêts à subir c'est dans Système 1, Système 2 de Kahneman, c'est une de leurs études. Euh, il y a plein de gens qui sont OK pour subir une opération où il y a 90% de réussite, mais ils ne sont pas prêts à subir la même opération s'il y a 10% d'échec. Ça dépend vraiment si on focalise l'attention sur la réussite ou sur l'échec, en fait. Et c'est là qu'on arrive sur les biais de cadrage qui sont liés à l'amorçage, en fait. Où est-ce que mon attention est orientée? Par quoi est-ce qu'elle est orientée? Par ce qui me fait peur ou par ce dont j'ai envie? Alors, comment s'y retrouver dans tout ça si on veut avoir des informations correctes pour prendre des décisions correctes et pour avoir des opinions politiques, puisqu'on parle de politique aujourd'hui? Ah, ça commence à devenir difficile, pour être honnête. Alors, correct, il y a une notion de valeur qu'on va mettre de côté, en tout cas correctement informé. Contrairement à l'idée que se font un certain nombre de contemporains, oui, les médias professionnels, tenus par des journalistes professionnels, obéissent à des intérêts économiques. Et oui, ils font des erreurs. Et oui, ils orientent l'attention dans certaines directions plutôt que dans d'autres. De facto, depuis toujours, l'information a toujours servi le capital qui la finance. Ça fait partie de son histoire. Le premier journal, c'était un journal financier, hein. Donc, je veux dire, c'est ancien, cette histoire-là. Mais pour autant, les sources, entre guillemets, alternatives ou de réinformation, non seulement ne sont pas plus fiables, mais le plus souvent, elles le sont moins. C'est-à-dire que le plus souvent, on va retrouver dans ces médias non professionnels des informations, on devrait le dire en un seul mot, des informations qui n'en sont pas. Il y a une seule règle dans l'information, c'est est-ce que on décrit des faits ou est-ce qu'on décrit quelque chose qui est imaginaire? Si c'est imaginaire, si ça n'est pas des faits, ça n'est pas de l'information, c'est de la fiction. Or, aujourd'hui, ce qui circule le plus sur les réseaux au sens large, c'est de la fiction. C'est pas de l'information. C'est coûteux de vérifier de l'information. Il faut des gens qui soient présents sur place. Il faut des gens qui soient en capacité de lire des rapports de recherche. Je veux dire, si on veut parler de politique internationale, il faut non seulement se farcir plein de rapports économiques, plein de rapports de recherche sur l'armement de tel pays, sur l'économie de tel autre, mais il faut avoir l'appareil critique pour pouvoir lire entre les lignes à quels endroits on est manipulé. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, les sources d'État, en tout cas dans les pays, dans les grandes démocraties occidentales, sont plus fiables qu'on ne l'imagine, parce que ce qui fait souvent que nos États fonctionnent, c'est qu'on a des fonctionnaires qui sont exigeants avec leurs fonctions, qui ont le sens du service public.
Oui, il y a des salopards partout, mais il ne faudrait pas sous-estimer la valeur des gens qui travaillent à l'INSEE ou à l'INSERM ou dans quantité d'autres organismes d'État et qui sont là pour servir le bien public, en fait. Ça paraît. Tu te rends compte qu'on est au 21e siècle et qu'on en vient à la nécessité de réhabiliter l'État parce qu'il est tellement discrédité depuis des décennies, parce que ben, là encore, un biais de science, on montre ce qui dysfonctionne, et du coup, notre attention est focalisée sur ce qui dysfonctionne plutôt que sur ce qui fonctionne. Et là, à part la culture, c'est-à-dire à part le fait, moi je me rappelle, hein, quand j'étais un gamin un peu bizarre, à 15 ans, j'étais en boucle en train de lire les notes et études documentaires de Sciences Po parce que je voulais apprendre le monde tel qu'il fonctionnait, s'exposer à des opinions différentes. Par exemple, un exemple tout simple, allez lire d'un côté le monde diplomatique et de l'autre côté valeurs actuelles, il y a des chances que ça amène à beaucoup de nuances. Parce que comme il y en a un qui est proche de l'extrême droite et l'autre plutôt trotskiste, il y a des chances pour que, mais les deux documentés, il y a des chances pour que ça amène à avoir de la nuance. Lire Le Figaro et l'Humanité ensemble, c'est pas mal aussi. Aujourd'hui, on est à un état où les trois quarts des Français déclarent ne pas avoir confiance dans la politique et considèrent les élus comme corrompus. En fait, c'est logique. À chaque fois qu'un média sort un politicien corrompu, il faudrait qu'il en sorte une dizaine qui font un bon travail pour qu'on soit en mesure de rendre aussi disponible à l'attention quelque chose de plus neutre qui est tout va bien et quelque chose qui déclenche de l'émotion. Donc, ce qui nous reste, c'est de choisir une demi-douzaine de journaux de référence, de médias de référence au sens large, avec de bons professionnels qui sont en désaccord les uns avec les autres. Tu vois, par exemple, pour moi, Mediapart est une source relativement peu fiable parce que je connais un peu l'histoire de son fondateur et je ne lui fais pas entièrement confiance. Néanmoins, ça sort par moments des informations qui ne sortent pas ailleurs. Mais je ne peux pas lui faire confiance à 100% parce que je ne connais pas clairement la structure de son capital non plus. Tu vois, je prends cet exemple-là au hasard, hein, on pourrait faire ça pour plein d'autres journaux. Mais Le Canard enchaîné, pendant longtemps, a été un des journaux soi-disant satiriques, mais un des mieux informés. Parce que simplement, il a pour principale ressource ses ventes. Donc, il ne dépend pas de grand-chose d'autre, même si en France, tous les médias dépendent des subventions pour l'impression. Mais si on faisait tomber un média, si on faisait perdre à un média ses subventions pour l'impression pour des raisons politiques, je pense qu'il y aurait encore des réactions confraternelles du reste de la profession, parce que les journalistes, c'est comme les personnalités politiques, il y en a qui ne font pas bien leur job, mais il y a quand même une éthique professionnelle aussi. Il y a des gens qui croient à ce qu'ils font. Je veux dire, on ne peut pas faire de l'élite bashing en permanence, en fait. C'est euh, les gens font la plupart du temps leur métier du mieux qu'ils peuvent, qu'ils soient médecins, psychologues, journalistes, dentistes, plombiers, agriculteurs. La plupart des gens font de leur mieux. Et je pense que si on pouvait réinvestir un peu de confiance dans l'espèce humaine à cet endroit-là, on se rendrait compte qu'il n'y a pas de raison que parce que quelque chose est dit par un média professionnel, mainstream, comme on dit, ce soit nécessairement faux ou incomplet. Bien sûr, tout est toujours orienté. En fait, la différence entre les bonnes sources d'information et les mauvaises, c'est que les bonnes sources d'information nous manipulent parce qu'elles nous montrent et ce qu'elles ne nous montrent pas, alors que les mauvaises nous montrent du faux. Il y a toujours de la manipulation, consciente ou inconsciente. Parce que de toute façon, on va étudier dans des écoles, on est formaté à un certain type de discours, on vit dans un milieu social où il y a des tendances intellectuelles et culturelles qui sont ce qu'elles sont, toujours.
Il y a toujours une pensée dominante. Il y a de l'autocensure chez les journalistes parce que bah, des fois, ils ont peur de sortir une information parce qu'ils ont vu parfois ce que ça peut coûter à un de leurs confrères, hein. Mais il y a de la conscience professionnelle quand même. Et il y a un appareillage et il y a une compétence qu'il ne faut pas sous-estimer. Le gros problème, c'est que les mauvaises sources d'information publient du faux. Les bonnes sources d'information ne publient pas tout le vrai, si j'ose dire. Donc tes conseils, c'est quand c'est trop émotionnel, on se méfie, on essaye, de lire, des journaux mainstream aussi, pour, avoir des opinions diverses et J'ai donc presque des envie de des journaux t'interrompre. Déjà, on essaye de lire. oui, mais parce qu'il faut trouver le temps aussi et c'est pas possible de le faire au quotidien. Ah, je sais pas, moi, quand je vois le temps qu'on passe sur les téléphones, en moyenne plus de 3 heures par jour, et le temps qu'on passe devant les séries télé, je pense qu'il nous reste du temps pour lire, en fait. C'est simplement que lire récompense moins le système dopaminergique que recevoir des likes sur un Facebook. Il y a aussi des choix à faire, en fait. Parce que je ne sais pas quelle est la moyenne aujourd'hui de temps passé sur les réseaux sociaux, mais je suis à peu près sûr qu'elle doit dépasser plusieurs heures chez un grand nombre de personnes. Donc ça vient poser des questions de comment on alloue son temps aussi. Et Comment je on dis alloue ça, son temps, mais il y a aussi, je pense, les gens sont fatigués et oui, donc aller chercher de l'information, confronter l'information, ça demande un effort alors que je pense qu'il y a une espèce de gavage mental, c'est-à-dire on je parlais encore, tout à l'heure avec, d'un très grand, neurochirurgien et qui, le week-end regardait des séries à la con et je mais moi pense aussi, que c'est parce que mais il le dit lui-même, hein, que c'était des séries à la con, mais simplement parce qu'il a besoin de ne pas penser, hein oui, et donc c'est parfois aussi des arrêts, du petit vélo qu'on a dans la tête et donc absolument. ça veut dire Mais que quand je dis: «On essaye», je sais qu'au niveau des hypnos, bah, oui, essayer, ça veut dire qu'on va pas le faire parce que ça demande un effort, mais en fait, dans la réalité, oui, je dis: «Essayer» et dans la réalité, ça demande un effort. oui, ça demande un effort. En fait, tout ce qui nous fait du bien tente à demander des efforts. C'est malheureusement, et je dis ça en ayant été très longtemps un partisan du moindre effort, enfin très longtemps autour de l'adolescence en tout cas. Mais ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait avancer, demande des efforts, parce que l'effort, c'est ce qui nous permet de développer des compétences en fait, qu'elles soient sportives ou intellectuelles, c'est pareil. Oui. Euh, Il y a une, oui, fausse satisfaction, hein, tu parlais de la dopamine, là, c'est quand même dans l'immédiat, hein, donc oui. ce qui nous fait du bien, ça demande du temps, c'est-à-dire c'est souvent des constructions à long terme, hein, ça on parle du flow aussi, on parle de, hein, du sentiment de bonheur. Là, effectivement, c'est quand on réalise des choses, qu'on dépasse les difficultés, mais ça, c'est sur le long terme, donc souvent les gens prennent plutôt le plaisir immédiat. En fait, je crois que l'enjeu, il est avant tout éducatif. Que s'il y a un endroit où les gens peuvent faire quelque chose, c'est dans l'éducation de leurs enfants. On sait parfaitement, ça a été largement documenté, qu'un des meilleurs prédicteurs de réussite sociale chez les enfants, c'est leur capacité à résister à l'impulsion d'une gratification immédiate. Parce que ça développe le cortex préfrontal et que ça augmente la capacité de contrôle. Donc, on a intérêt à apprendre le goût de l'effort à nos enfants et à récompenser le goût de l'effort plutôt que de les d'être indulgent face à leur passivité. Ça, c'est notre rôle d'adulte face aux générations qui viennent, je crois. Et puisqu'on est formateurs tous les deux, je crois que c'est aussi notre rôle en tant qu'enseignants d'enseigner le goût de l'exigence, de montrer ce que ça permet. Je crois que ça, c'est un travail qu'on peut tous faire là où on est. En fait, et c'est pareil même dans le champ manuel. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup d'artisans qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des apprentis qui acceptent de faire des efforts. Je veux dire, c'est pas juste quelque chose pour les professions intellectuelles.
Et là, l'IA, elle nous pique bien les fesses, hein, parce que la capacité qu'on a à produire rapidement des contenus intelligents en apparence avec l'intelligence artificielle est assez terrifiante. Mais si on n'a pas l'appareil critique pour vérifier, orienter, analyser, modifier, c'est pas des contenus intellectuels, c'est, comme disait Casimir dans mon enfance, du gloubi-boulga. Tu vois? C'est pas possible. Ce qui est important, je crois, c'est aussi de mesurer que les enjeux, ils sont absolument considérables. Pour donner, des idées, il y a, une étude qui a été faite, par l'université d'Oxford. Ça, c'est une source qui me paraît relativement fiable, qui montre qu'il y a, des acteurs d'État qui, font de la, propagande par les réseaux numériques dans plusieurs dizaines de grands États. OK? Si je donne juste des chiffres comme ça, hein, que, 70 pays utilisaient des comptes humains, que 57 utilisaient des comptes robotisés et que 14 pays utilisaient des comptes hackés ou volés pour faire de la désinformation. C'est-à-dire que l'information est devenue un champ de bataille majeur. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça et de le comprendre le plus loin possible parce que, comme le disait Hannah Arendt, et on en arrive à se poser des questions sur le totalitarisme, pour qu'une dictature advienne, il suffit que les gens ne sachent plus quoi penser. Le problème, c'est pas l'idéologie, le problème, c'est l'incapacité à s'orienter dans un monde dans lequel on ne comprend plus rien. Parce qu'à ce moment-là, on se précipite sur ce qui paraît le plus simple et qu'on comprend, même si c'est faux. Comme on l'a vu, par exemple, encore une fois, dans la période du Covid. Du moment que c'est faux, mais rassurant et que c'est simple, on est prêt à admettre ça. L'enjeu, il n'a vraiment pas changé. On a augmenté la connaissance humaine et on a augmenté en même temps la complexité à comprendre le monde. Et on se retrouve finalement avec des mécanismes qui sont assez peu différents de quand il y avait juste la rumeur, en fait. Les réseaux sociaux, ça n'est ni plus ni moins que de la rumeur super, super puissante. Alors après, pour revenir aux questions que tu me posais sur les techniques, et cetera, il y en a plein, les techniques de désinformation et de manipulation politique. Je veux dire, dans le bouquin qu'on a écrit avec Kevin, on pouvait citer, Charles de Gaulle dire: «Je vous ai compris» ou, Jean-Luc Mélenchon dire: «Je suis comme tout le monde». Au fait, c'est toujours la même chose. Par exemple, là, on est sur une technique qui est celle de la synchronisation qu'on connaît en PNL comme en hypnose. Montrer qu'on ressemble, c'est une façon de faire partie d'eux et d'avoir accès à la subjectivité de l'autre. Les vieilles techniques de rhétorique marchent encore en fait, hein, puisqu'elles ne font que décrire le fonctionnement de l'esprit humain. Simplement, aujourd'hui, elles ont des extensions numériques qui les rendent aussi puissantes que, par exemple, un télescope rend l'œil humain ou un microscope rend l'œil humain plus puissant. C'est pour comprendre en fait ce qui se passe, c'est juste ça. La technologie ne fait que amplifier des choses qui étaient déjà là. Parce que le faux, ça a toujours existé aussi. Il y a toujours eu des rumeurs, de la désinformation, politique, dans des États ennemis ou pour prendre le pouvoir. Il y a rien de nouveau en termes de mécanisme. Ce qui est nouveau, c'est l'amplification liée aux outils et le fait que plus il y a d'informations, moins on comprend, paradoxalement. Parce que, qui a l'appareil, psychique pour comprendre le déluge d'informations auxquelles on a accès? Alors ce serait quoi pour conclure tes conseils pour qu'on s'y retrouve quand même un peu? Formé au sens critique? Formé au sens critique et éduqué à retarder la satisfaction. C'est, je vois pas grand-chose d'autre en fait. C'est à la fois modérément optimiste et en même temps, quand je regarde l'espèce humaine, elle a toujours su s'adapter à tous les outils technologiques pour aller un cran plus loin.
Donc, peut-être que c'est juste une étape, mais c'est vrai que là, ce qui change, c'est l'accélération des mutations par rapport au temps humain. Quand je vois la façon dont les outils de communication ont évolué, depuis le bouquin en 2012, c'est effarant. Ça n'est que 13 ans d'écart, quoi. Eh Ah, bien, on attend la réédition du coup. ouais, peut-être un jour quand j'aurai trouvé le temps. Là, on est, sur plusieurs bouquins en Ah, parallèle mais déjà. ça dépend comment on alloue son temps. Oui, oui, ça vient, ça vient. Là, j'en ai quand même 3 autres à publier avant, mais après peut-être on y retournera. Surtout que d'ici là, on aura des outils qui permettent de travailler aussi de plus en plus vite si on surveille la façon dont ils travaillent. La question qu'on peut se poser, c'est si le travail intellectuel aura encore de la valeur avec le développement de l'IA. Si Sauf j'avais que des gamins, l'IA, je on leur la nourrit aussi avec les articles qu'on publie, avec les articles oui, scientifiques, et que si maintenant on commence à se contenter uniquement de l'IA, on ne va plus la nourrir et au bout de ben, 10, 15, 20 ans, tout sera obsolète, hein. c'est le risque en fait, c'est que les études se fassent de plus en plus en utilisant l'IA, que les articles se fassent de plus en plus en utilisant l'IA et qu'au bout d'un moment, l'IA se mette à tourner en boucle sur elle-même parce qu'elle n'est plus nourrie par la pensée humaine. Et par C'est du ça neuf, le risque, par des vraies hein? recherches, par Oui, du neuf c'est et des ça, vraies recherches. c'est ça, par du vrai questionnement. Alors, c'est quoi le mot de la fin? Ça me fait plaisir de te voir. Ça, Moi c'est un aussi. vrai mot de la fin et heu et un vrai mot de la fin, c'est soyez curieux, en fait. Soyez curieux et cherchez la nuance. Soyez curieux et cherchez la nuance. Les choses sont généralement plus compliquées que ce qu'on pense. Tu vois, encore un biais qui nous tue, si j'ose dire, c'est le biais de raisonnement dichotomique. Les choses sont vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises, bien ou mal. En fait, il y a besoin d'énormément de nuances. Par exemple, dans un article, dans un site ou un article ou une communication dans laquelle il y a de la désinformation, il y a généralement une bonne moitié d'informations qui sont vraies. Tout n'est pas acheté. C'est comme ça que ça marche. On fait de la désinformation en utilisant de la vraie information et en la mélangeant avec de la fausse. Donc, c'est important de développer son sens critique, d'apprendre à aimer la nuance, de se méfier des jugements à l'emporte-pièce. Si on fait ça, on a une chance de résister. Mais il va falloir qu'on s'y mette tous. Eh bien, moi, je te dis sans nuance que c'était passionnant tout ce que tu as raconté et j'espère que ça le sera aussi pour nos auditeurs. Et donc, je te remercie et peut-être une prochaine fois sur Résilience Psy. Merci à toi, Evelyne. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la commenter, à la partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. À bientôt pour de nouvelles aventures.